Alors, cette taxe lui est venue à l'esprit devant le phénomène suivant. Vous savez qu'avant 1972, la valeur du dollar américain, qui était l'espèce de monnaie étalon, était basée sur l'or. Donc, telle quantité d'or équivaut à tant d'argent. Et comme les besoins d'argent était beaucoup plus grand que la quantité d'or disponible, bien, on a décidé tout simplement de laisser flotter les monnaies. Hein? Flotter les monnaies, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la monnaie devient, ce qui fait la valeur d'une monnaie, c'est la loi de l'offre et de la demande. En d'autres mots, plus une monnaie est en demande, plus elle vaut cher, moins une monnaie est en demande, bien, moins elle vaut. Donc, Tobin avait prévu qu'à cause de ce flottement des monnaies, eh bien, il y aurait énormément de spéculation sur les monnaies, hein, et d'ailleurs c'est exactement ce qui est arrivé, et que cette spéculation pourrait avoir un effet déstabilisateur. Donc, il a pensé à cette taxe, c'est une taxe donc qui est sur les opérations de change de devises. Alors, cette taxe aurait trois avantages. Hein. Premier avantage, c'est qu'elle pourrait rapporter beaucoup d'argent. Hein. Comme le marché des changes est un marché extrêmement important, eh bien, le fait de taxer chacune des transactions pourrait apporter des revenus considérables. Deuxième avantage, donc, elle permet de limiter la spéculation sur les monnaies. Hein. Alors, c'est la spéculation qui fait que si, admettons, on décide d'attaquer une monnaie, de la laisser se dévaluer, eh bien, ça a des conséquences, finalement, sur toute une population qui se retrouve avec une monnaie qui ne vaut plus rien. Hein. Donc, cette taxe-là aurait comme avantage de limiter la spéculation, donc de stabiliser les monnaies. Et puisque les monnaies seraient stabilisées par ce type de taxe, eh bien, ça permettrait aussi aux États de réduire leurs réserves. Hein. Les États ont dans leur coffre d'immenses réserves d'argent au cas, justement, où il y aurait une attaque sur une monnaie qui en ferait baisser la valeur. Donc, on sert de ces réserves pour acheter la monnaie, pour stabiliser la valeur de la monnaie sur le marché des changes. Or, ces réserves qui sont là, hein, qui dorment dans des coffres, ne servent finalement à rien, sinon qu'à prévenir une catastrophe qui pourrait peut-être arriver. Alors, si cet argent-là était investi dans l'économie comme ça, alors ça pourrait être beaucoup plus utile, mais effectivement, il est nécessaire qu'elle serve à prévenir des attaques qui quand même pourraient avoir des conséquences assez graves. Alors, comment spécule-t-on sur les devises? Hein? Alors, je vais expliquer la chose d'une manière la plus simple possible, là, en se disant qu'évidemment, c'est un petit peu plus complexe que ce que je vais expliquer, mais ce que j'espère, c'est que vous compreniez un petit peu le principe. Hein? Alors, il y a deux façons de spéculer sur les devises. Par exemple, j'achète des dollars américains qui me coûtent, admettons, un prix fictif, pour 1,8 $ canadien, donc 1,08 $, c'est ça que ça me coûte un dollar américain, et je le revends quand il vaut 1,10 $. Okay? Je me suis fait 2 sous. Hein? Et ça peut se faire sur une période extrêmement rapide. Hein? Je peux le faire, c'est du très, très, très court terme. Alors, vous allez me dire, 2 sous, c'est pas beaucoup, mais multiplié par des millions, mais là, ça devient énorme. Hein? Donc, ça, c'est la première façon de spéculer sur les monnaies. La deuxième façon, je peux acheter, par exemple, des dollars américains à Tokyo qui sont en vente à 1,08 $, et je vais les vendre à Londres où ils sont à 1,09 $. Hein? Alors, je me suis fait une scène. Encore une fois, ça se fait en grosse quantité, et ça, je peux faire ça très, très rapidement jusqu'à temps que la monnaie se stabilise. Hein? Encore une fois, c'est un marché très, très rapide, très, très temporaire. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on fait pour suivre ça? Eh bien, il y a des cambistes, donc c'est des espèces de spécialistes qui ne suivent que les mouvements d'une monnaie, ils passent leur journée à faire ça, hein, ils sont vraiment concentrés là-dessus, et ils suivent toute l'évolution de la monnaie, et ce sont des gens donc, qui sont aux premières loges, si vous voulez, pour spéculer sur ces monnaies. Donc, c'est une marge de profit qui est très, très, très réduite, hein, et c'est pour ça que la taxe peut limiter la spéculation. Alors, pourquoi s'attaquer au marché des changes? Eh bien, le marché des changes, tenez-vous bien, il s'agit d'un marché de 3 000 milliards de dollars par jour.
3 000 milliards de dollars par jour. C'est absolument impressionnant. C'est le deuxième plus gros marché au monde, après le marché des produits dérivés, qui lui est encore plus gros. Hein? Donc, un marché considérable. La spéculation a provoqué des crises terribles, donc si on peut réduire la spéculation, évidemment, ça permet de résoudre ce problème-là. Les grandes crises ont été en général dans des pays en voie de développement. Les crises les plus marquantes ont été au Mexique, en Asie du Sud-Est, en Argentine. Mais il y a eu cet épisode très très célèbre où George Soros, le grand milliardaire américain, le grand spéculateur, s'est attaqué à une des monnaies les plus fortes au monde, s'est attaqué à la livre anglaise, il l'a fait chuter et ça a créé quand même des effets assez pervers. Donc, c'est cette raison pour laquelle on peut s'attaquer au marché d'échange. Alors maintenant, comment on l'appliquerait, cette taxe Tobin? Hein? Comment on la mettrait en place? Et là, il y a plusieurs solutions qui sont envisageables. La solution d'attaque, c'est une taxe qui serait de 0,1% sur chacune des transactions sur le marché d'échange. Ça, c'est une solution fixe, 0,1%. Il y a un monsieur Paul Spahn, un économiste allemand, qui lui a vu la chose autrement. Alors lui, il s'est dit, si on veut vraiment éviter la spéculation, ce qu'il nous faut, c'est une taxe vraiment très très légère, donc beaucoup moins que 0,1. Donc, à ce moment-là, les marchés peuvent circuler, mais sitôt qu'il y a une attaque sur une monnaie, par exemple, sitôt qu'une monnaie perd beaucoup de valeur parce qu'on la vend, bien à ce moment-là, la taxe augmenterait, elle deviendrait très très élevée. Elle pourrait même être beaucoup plus élevée que 0,1%, elle pourrait être de 1%, de 2%, si bien que ça stabiliserait les monnaies. Alors, cette taxe Spahn a l'avantage d'être beaucoup plus efficace contre la spéculation, mais par contre de rapporter beaucoup moins que le 0,1% que Attaque propose. Et la nouvelle proposition du groupe qui a été mise en place par Bernard Kouchner, donc au mois d'octobre l'année dernière, alors c'est une taxe de 0,005%, c'est tout. Donc, une taxe qui est très, très homéopathique. Voilà. Maintenant, comment pourrait rapporter la taxe Tobin? Donc, une taxe serait uniquement sur les transactions financières. Alors, si on prend le 0,1%, en fait, d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est que cette taxe-là n'a pas été appliquée nulle part au monde. Cette taxe-là, c'est un peu, il faut envisager l'avenir, hein? Et il y a toutes sortes de facteurs dont on peut difficilement tenir compte. Alors, c'est, à mon avis, impossible d'évaluer précisément les revenus que pourrait rapporter cette taxe. Et il faut tenir compte de toutes sortes de choses. Il faut tenir compte surtout, par exemple, de la baisse du marché d'échange. C'est évident que si cette taxe-là est en marche, en fonction, il va y avoir moins de transactions sur le marché d'échange. Hein, il y en a plusieurs qui vont arrêter de spéculer si la marge de profit n'est pas suffisante pour... c'est-à-dire si la marge n'est pas suffisante pour se faire des bons profits. Donc, il va y avoir une baisse considérable du marché d'échange, il va y avoir de l'évitement, ça c'est clair, hein, le milieu des finances est champion pour trouver toutes sortes de formes d'évitement quand il s'agit de payer des taxes et des impôts. Il y aura probablement aussi une certaine part de fraude, donc il faut tenir compte de ça. Alors, si bien que la taxe de 0,1%, d'après les différentes sources que j'ai consultées, eh bien, les plus pessimistes diraient que ça pourrait rapporter 200 milliards par année, donc qui est quand même une somme considérable, et les plus optimistes iraient jusqu'à 700 milliards par année, ce qui est encore plus considérable, mais ce que je trouve finalement plus ou moins réaliste. Ça semblerait un petit peu étonnant. Et la nouvelle proposition de 0,005%, alors là, il semblerait qu'on s'entend d'une manière assez claire sur un objectif de 30 milliards par année.